Les images impressionnantes des inondations qui touchent l'Ille-et-Vilaine. Les crues sont d'une ampleur inédite, du jamais vu depuis 40 ans, conséquence de la tempête Herminia qui a soufflé sur la région ce week-end. Des habitants ont dû être évacués, des routes sont bloquées et les trains sont paralysés. On fait le point sur cette crue qui, par endroits, a déjà atteint des records dans notre JT. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. À Rennes et dans les communes alentours, l'eau a donc continué à monter inlassablement depuis samedi. Ce lundi soir, l'Ille-et-Vilaine était encore en vigilance rouge crue et le Morbihan, lui, est passé en vigilance orange. Conséquence des intempéries, 20 000 foyers bretons étaient privés d'électricité, des écoles ont dû être fermées et des maisons évacuées. Reportage à Guichen avec Romain Leroux, Lionel Le Sceau et Margot Racanière. Il y a de l'eau, il n'y a pas beaucoup, mais ça ressort par la douche et puis voilà. L'eau a envahi Guichen, au sud de Rennes. La Vilaine a atteint 4,5 mètres de haut ce lundi matin et provoqué d'importants dégâts dans plusieurs maisons du voisinage. Une situation difficile à encaisser pour les habitants. Là, il y a 50 cm, on vient de mesurer. Malgré les bâtards d'eau qui ont été mis bien avant, en amont. Mais malgré ça, voilà quoi. On n'est pas bien. On a tout refait les peintures et puis on a été pour la louer. Et puis le problème, l'eau est arrivée avant de la louer. Une cellule de crise a été mise en place dès le samedi soir et 50 lits et un système de restauration ont été mis à disposition des personnes évacuées. On est passé hier après-midi voir tous les habitants pour leur demander de quitter effectivement les logements. On a entre 35 et 50 maisons qui ont été évacuées à l'instant. Pour certains, ils sont restés dans les habitations parce que vous pouvez le constater, on a beaucoup de maisons à étages. Ils sont restés dans les étages. Les deux écoles du bourg sont elles aussi sous l'eau. Une astreinte a été mise en place dans une salle communale pour accueillir les enfants, mais une majorité de parents ont préféré garder leurs enfants chez eux. Nous avons une municipalité qui a été très réactive hier et qui a déjà organisé un service minimum d'accueil pour les enfants des deux écoles. Alors j'ai cru apercevoir une petite quinzaine sur une bonne centaine d'élèves. Et puis voilà, nous allons évoluer avec notre municipalité pour l'accueil des enfants sur les jours à venir. L'arrangement pourrait durer encore toute la semaine. L'eau n'a pas fini de monter et pourrait dépasser le niveau de crue historique du bourg dans les prochaines 24 heures. La pompe à chaleur a fonctionné, l'eau est chaude à la là, bien. Et puis autre conséquence de ces intempéries, ce sont les routes fermées et les dizaines de trains annulés qui ont fortement impacté les trajets des Bretons ce lundi. On fait le point avec Eva Thomas. Tôt ce lundi matin, un bouchon d'une quinzaine de kilomètres s'est formé sur la N12 entre Lamballe et Saint-Brieuc. Conséquence de la tempête Herminia qui s'est abattue sur la Bretagne et qui a provoqué d'importantes inondations en Ille-et-Vilaine. À la mi-journée, 24 routes départementales étaient coupées. La circulation a aussi été perturbée sur plusieurs routes secondaires. Autre conséquence de la dépression, des perturbations ferroviaires. Les trajets entre Rennes-Quimper, Rennes-Vannes-Lorient et Lorient-Vannes ont été annulés. À la gare de Lorient, les voyageurs souhaitant se rendre à Paris sont restés bloqués. Je sors des guichets, il y a une queue énorme et sur les écrans c'est écrit que tous les trains sont annulés en raison de l'inondation de la gare Saint-Snoop-et-Châtel. Je l'ai reçu ce matin pour me dire que mon train était annulé, donc je suis arrivée directement. Sachant que mon train était le soir, je pensais qu'ils pouvaient me trouver une solution assez rapidement, mais ils m'ont dit non. Ils ne peuvent pas me trouver une solution. Il y a blocage à la rue de Rennes, donc je prends une voiture à Paris. Mais c'est pas facile. Là, on reste dans l'interrogation, alors que j'ai quand même des rendez-vous importants, donc je me retrouve coincée. Selon la SNCF, l'heure de reprise de toutes ces circulations est pour le moment estimée demain à partir de 7 h, mais tout dépendra de l'évolution des conditions météorologiques. Et justement, concernant l'évolution de la météo, je n'ai pas que de bonnes nouvelles pour vous. La décrue n'est pas prévue tout de suite. Des intempéries qui devraient encore gonfler les cours d'eau sont annoncées sur la Bretagne dans la soirée ainsi que demain. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Sébastien Decaux, météorologue à Météo Bretagne, au micro de Pascal Cabioche. Et ce soir et cette nuit, on s'attend à des grains orageux. C'est-à-dire qu'on va avoir à certains endroits des bons grains comme hier soir avec des cumuls localement importants. D'ici à demain matin, suite à ces grains, on s'attend à 15-20 mm sur les monts d'Arrée, sur les montagnes noires, ainsi qu'entre Vannes et le pays de Redon.
une amélioration en toute fin de semaine, mais avant cela, il y aura une dépression. La vraie décrue, elle va s'amorcer à partir de jeudi. Et puis si les intempéries et les crues ont occasionné des dégâts chez vous, il y a de bons réflexes à avoir pour prétendre à une indemnisation. Valérie, tu as travaillé sur le sujet. Alors, quelles sont les premières choses à faire quand on est touché par ce genre d'événement ? Et oui, alors même si vous avez de l'eau jusqu'aux cuisses, que vous devez pomper votre sous-sol et monter vos meubles à l'étage, il y a un réflexe absolument à avoir, c'est prenez des photos des dégâts subis. Elles vous seront demandées par votre assureur pour estimer le montant de votre indemnisation. Vous avez 5 jours, pas un de plus, à compter de la catastrophe pour déclarer le sinistre à votre compagnie d'assurance. Autre conseil concernant votre mobilier noyé, cette fois, réunissez le maximum de preuves d'achat, tickets de caisse, garanties pour faciliter le calcul de votre indemnisation. Et alors justement, tu disais qu'il faut prévenir son assureur le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un éventuel état de catastrophe naturelle qui soit déclaré ? Alors non, parce que d'abord, il n'est pas certain que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu, et surtout parce qu'il peut s'écouler de longs mois entre la demande du maire de reconnaissance de catastrophe naturelle et sa validation par arrêté ministériel. En attendant, il est donc recommandé d'actionner d'autres garanties incluses dans votre assurance habitation, selon la formule de contrat souscrite, garantie dégâts des eaux, garantie inondation et événements climatiques ou garantie dommages électriques, par exemple, pour vos appareils électroménagers. Merci Valérie. Et puis ces forts coups de vent ont aussi fait le bonheur des Wave Riders. Ce sont des chasseurs de tempêtes qui traquent les plus grosses vagues à travers la planète. Parmi eux, Thomas Traversa et Antoine Albo, les 2 champions de planche à voile, se sont donné rendez-vous ce matin à Plouguerneau pour défier les vagues de la tempête Herminia. Un reportage d'Enora Lenôtre et de Ambre Guiton. Avec sa planche à voile, il défie les éléments. Champion du monde de windsurf, Thomas Traversa chasse les grosses vagues et à Plouguerneau ce lundi matin, les conditions sont parfaites. Et on avait vraiment du vent fort, bien orienté, une très grosse houle. Et c'est toutes les conditions voilà, qu'on attend des fois pendant plusieurs années et là aujourd'hui ça se met en place. Plouguerneau est devenu le spot favori des amateurs de conditions extrêmes. Antoine Albo, 26 fois champion du monde de windsurf, est arrivé de l'île de Ré spécialement pour défier les vagues face à l'île Vierge. Il est suivi d'Axel Gérard, originaire de Saint-Brieuc, âgé de seulement 16 ans et déjà une star montante du wingfoil. Mais avec des rafales de 50 km/h et une houle de 8 mètres, la vigilance est de mise. Là c'était assez gros quand même. Et j'aurais bien voulu faire un peu mieux, mais en fait avec le foil du coup c'est compliqué parce que du coup l'aileron est beaucoup plus grand qu'en windsurf et donc ça prend les algues et tout ça, donc c'était vraiment dangereux, je pouvais tomber à tout moment, donc là j'ai préféré pas prendre de risques. Pour Marco Giulio, la session aussi est déjà terminée. La force de l'eau a plié le mât de sa planche à voile. Du coup heureusement qu'on a tous les moyens de sécurité pour rentrer safe, on a des jet skis, on a des vestes à percussion, donc on est vraiment bien équipés. Et malheureusement pour moi, ça s'est terminé un petit peu trop tôt. Le Finistère est placé en vigilance orange jusqu'à mardi matin. La préfecture rappelle qu'il est déconseillé de pratiquer une activité nautique. Et puis changement de sujet maintenant, parce que ce lundi 27 janvier marque aussi un anniversaire important, historique même, celui des 80 ans de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz. Plusieurs décennies après la découverte de l'horreur de la barbarie nazie, des descendants de déportés continuent de transmettre l'histoire de leur famille. Et faire vivre le devoir de mémoire. C'est le cas de Claude Isaac Boreda, qui est fils et petit-fils de déportés, qui témoigne auprès du public des horreurs qu'ont vécues les membres de sa famille. Eva Thomas l'a rencontré. Mes parents donc, sont connus sur une marche de la mort en sortant d'Auschwitz. Quand ils arrivaient dans les fours, les gens étaient comme ça, comme du bétail. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai jamais su que mes parents avaient été déportés. Je m'appelle Claude Isaac Boreda, je suis fils et petit-fils de déportés, j'ai 67 ans, de 25 à 30 ans, j'ai complètement oublié ce qu'il y avait à côté. Je me suis complètement plongé dans l'histoire de ma famille, bien sûr, mais dans l'histoire de l'ensemble des déportés, des 12 millions de déportés. Lors de la progression de l'armée rouge, le camp d'Auschwitz-Birkenau a été donc évacué par Rudolf Höss, le commandant de Auschwitz. Et donc papa et maman se trouvaient effectivement, se sont retrouvés sur cette marche de la mort pour aller à Buchenwald. Maman est tombée.
Et la punition était, dans ces cas-là, l'ordre était d'abattre la personne qui tombait. Et papa l'a relevée et l'a portée jusqu'à Buchenwald pour pas qu'elle meure. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai jamais su que mes parents avaient été déportés. C'est un jour, maman, en sortant de la salle de bain, était en t-shirt, pourquoi, je ne sais pas, et que j'ai vu son tatouage, le 25 963. Elle m'a raconté la vie dans son baraquement numéro 15 à Auschwitz. C'est-à-dire que c'était, excusez-moi du terme, mais marche ou crève. Pas de nourriture, c'était juste un bol de soupe, une assiette d'eau, ce qu'ils appelaient de la soupe, une assiette d'eau avec du pain noir très dur. Elle m'a ramené où elle avait vécu cette horreur. Et c'était la première fois, j'avais 27 ans, c'est la première fois que je visitais. Et depuis, j'emmène des classes, voilà, j'emmène tous les 2 ans. J'emmène 15 adolescents. Quand vous recevez une réponse, les élèves ont apprécié votre intervention mardi, cela leur a permis de donner une dimension plus concrète au sujet. Certains en ont même parlé avec leurs parents. C'est-à-dire que vous avez réussi à toucher la cible que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que leur faire comprendre, voilà, cette histoire terrible. L'idéologie nazie, l'idéologie du national-socialisme surtout, était qu'il fallait des gens normaux. Ce qu'on appelait à l'époque, chez eux, appelaient ça des gens normaux. Quand je vois ce qui se passe aux États-Unis, quand je vois ce qu'a fait Elon Musk, le geste qu'a fait Elon Musk, mais ça m'a fait froid dans le dos. L'histoire, je sais que l'histoire est un éternel recommencement, mais là, l'histoire revient à grands pas et ça me fait très peur à l'heure actuelle. Très peur. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à toutes de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le site du Télégramme, le telegram.fr et TPO. Et moi, je vous dis à demain.